Les délires chroniques. Dans la tradition clinique française, on regroupe un ensemble de 3 affections sous le nom de délires chroniques. La paranoïa, la psychose hallucinatoire chronique et la paraphrénie. Ces affections se différencient des bouffées délirantes aiguës par leur durée d'évolution, qui s'étend le plus souvent sur plusieurs années, et de la schizophrénie en raison d'une absence de discordance et de signes de la lignée déficitaire. Dans les autres pays, si la paranoïa constitue une entité clinique séparée, on a souvent tendance à rattacher la psychose hallucinatoire chronique et la paraphrénie au groupe des schizophrénies. C'est le cas notamment du DSM-4-TR, qui n'inclut pas ces 2 dernières affections dans la liste des troubles dont il définit les critères diagnostiques. Pendant plus de 2 millénaires, le terme paranoïa a servi à désigner la folie au sens large du terme, d'abord en grec, puis dans le latin médical. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que le sens de paranoïa s'est restreint à certaines formes de dérangements mentaux. Alors, Sérieux et Capgras, donc Monsieur Sérieux et Monsieur Capgras, ont publié en 1909 les folies résonantes, le délire d'interprétation. Ils ont pris comme synonyme de l'entité morbide qu'ils ont décrite le terme paranoïa emprunté à l'allemand. Ils décrivent un délire chronique qui survient chez des sujets prédisposés, évoluant lentement, sans répit, à base d'interprétation et se systématisant progressivement. En 1912, Gilbert Ballet a décrit la psychose hallucinatoire chronique, différente du délire d'interprétation de Sérieux et Capgras, en raison de l'existence d'hallucinations comme mécanisme délirant prédominant. Plus tard, Clérambault a isolé le groupe des psychoses passionnelles, où le mécanisme interprétatif est moins à l'œuvre que l'exaltation, la passion, autour d'idées prévalentes. Ce groupe des psychoses passionnelles comporte l'érotomanie, le délire de jalousie et le délire de préjudice, lequel correspond au délire de revendication décrit par Kraepelin, si bien qu'il est traditionnel de distinguer au sein des délires paranoïaques les délires d'interprétation, les délires systématisés, les délires passionnels de revendication, les délires de jalousie et l'érotomanie, et enfin une 3e forme, le délire de relation des sensitifs. Cette 3e forme est liée aux travaux de Kretschmer, qui a identifié un type de personnalité, la personnalité sensitive, susceptible d'une décompensation réactionnelle sous la forme du délire de relation des sensitifs, appelé aussi parfois paranoïa sensitive. La paraphrénie, telle que définie par Kraepelin au début du XXe siècle, comme intermédiaire entre paranoïa et démence précoce, a été adoptée par la tradition clinique française. Description clinique. Les délires paranoïaques. En règle générale, les délires paranoïaques surviennent chez des sujets d'âge moyen, après l'âge de 30 ans, et débutent de façon progressive. Ils se déclarent le plus souvent, mais pas toujours, chez des sujets ayant une personnalité paranoïaque, et sont liés parfois, mais pas toujours non plus, à des événements particuliers ayant une valeur traumatique pour le sujet. On distingue selon le thème délirant les délires d'interprétation, le délire de relation des sensitifs et les délires passionnels, qui comportent les délires érotomaniaques, de jalousie et de revendication. Il faut y ajouter la forme très rare des délires partagés. Délire d'interprétation. Dans ce type de délire, le mécanisme central, voire unique, est l'interprétation qui, peu à peu, contribue à un système cohérent, structuré, aboutissant à cette folie résonante, entre guillemets, décrite par les auteurs anciens. Ce qui caractérise le mieux ces délires est l'absence de place laissée au hasard ou à la contingence.
Toutes les situations que rencontre le sujet sont intégrées progressivement à son système délirant par le jeu de raisonnement qui garde les apparences de la logique, mais reste faux. Ponctué par des « parce que » et des « donc ». Il aboutit à des conclusions erronées, même si l'on reste dans le domaine du possible, à l'image d'un scénario de film d'espionnage. Le thème délirant est quasiment toujours la persécution ou la malveillance. Le délire s'étend donc en réseau et envahit progressivement toute la vie du sujet. La conviction est inébranlable et tout argument développé pour montrer le peu de vraisemblance du délire est au contraire utilisé par le sujet délirant paranoïaque pour renforcer sa conviction. Le sujet a l'impression d'être espionné, suivi, surveillé, écouté. On lui envoie des messages codés. Des micros sont posés dans son appartement, sa nourriture est empoisonnée. Les démonstrations qu'il en apporte ne peuvent jamais donner prise à la vérification, car si l'on démontre au sujet qu'il se trompe, en général, il répond que cela montre bien le caractère particulièrement habile et rusé de ses persécuteurs. Ceux-ci sont soit des proches, un voisin, l'employeur, un membre de la famille, soit des entités telles que la DST, la police, des services secrets étrangers, la mafia, la franc-maçonnerie, un parti politique, une profession, etc. Si l'humeur est habituellement neutre, il arrive que des moments féconds s'accompagnent d'une expansivité, pouvant d'ailleurs faire redouter un passage à l'acte. Il peut survenir aussi des épisodes anxieux ou dépressifs réactionnels au délire et à ses conséquences sur la vie personnelle du patient. Ces épisodes sont d'ailleurs souvent l'occasion de venir en aide au patient et de mettre en route un traitement. En général, le retentissement social, familial et professionnel des délires paranoïaques est réel, mais moindre que dans les schizophrénies. En effet, les fonctions mentales permettent un certain degré d'adaptation et de maîtrise des événements de la vie personnelle et sociale, même si le délire peut entraîner un isolement social ou des aménagements de la vie courante sous la forme de précautions, de déménagements répétés, de changements d'emploi. Délire de relation des sensitifs. Le délire de relation des sensitifs, décrit par Kretschmer, survient sur un type de personnalité particulier. La personnalité sensitive. Il s'agit d'une personnalité hésitante, sensible aux attitudes des autres, intériorisant les conflits et ressassant douloureusement les difficultés relationnelles. Très souvent, les sensitifs occupent des positions subalternes, leurs traits de caractère les empêchant d'accéder à des postes plus élevés. Les délires de relation sont en général liés à des situations d'échec, de frustration ou de rejet, dont le retentissement chez le sujet est très fort. Il rumine douloureusement ce qui lui arrive avec un sentiment de honte, d'humiliation ou de culpabilité, l'impression d'être victime de brimades ou de mépris. Il a l'impression que l'on fait des allusions malveillantes, que l'on se moque de lui. Il interprète les faits et gestes de son entourage dans ce sens malgré l'évidence. En général, ces délires sont liés au milieu professionnel ou parfois au milieu familial et amical. Souvent, ils sont transitoires, émaillant l'existence du sensitif et sont marqués par une tonalité dépressive. S'ils compromettent souvent la vie sociale et professionnelle du sujet, ils sont néanmoins compatibles avec une vie subnormale. Délire passionnel. Les délires passionnels, qu'ils soient de jalousie, de revendication ou qu'il s'agisse d'érotomanie, se caractérisent par leur extension en secteurs, la forte participation affective au délire, la présence de mécanismes intuitifs et interprétatifs. Le sujet est en proie à une idée prévalente. On le trompe. Il a été victime d'une erreur médicale. Il est aimé par telle personne en vue. Cette idée prévalente est fortement investie affectivement et le patient y consacre toute son énergie. Mais tout ce qui est en dehors du champ de l'idée prévalente n'est pas affecté par les troubles et la vie mentale est par ailleurs sans anomalie. La participation affective est si forte que parfois elle entraîne des comportements violents, hétéro ou auto-agressifs. Il existe toujours chez ces patients une dangerosité potentielle.
C'est souvent à la suite d'une intuition brutale que va s'établir le postulat initial, qui sera renforcé ensuite par une série d'interprétations donnant au délire sa vraisemblance et sa cohérence. Comme dans la paranoïa, il n'y a en général pas d'hallucination au cours de l'évolution des délires passionnels. Délire érotomaniaque. L'érotomanie est l'illusion délirante d'être aimé. Ce trouble est assez rare et touche surtout les sujets de sexe féminin. En général, le patient est convaincu d'être aimé par une personne célèbre et occupant une position sociale élevée. Une vedette de cinéma, un homme politique, un médecin célèbre, un chanteur, un académicien, un présentateur de journal télévisé. Le délire commence par un moment de révélation. À partir d'un fait anodin comme un regard appuyé, un détail vestimentaire, la signature d'un autographe, le sujet va acquérir intuitivement la certitude qu'il est aimé par ce personnage prestigieux. Le sujet va alors entrer dans une phase d'espoir au cours de laquelle il cherche à rester en contact avec le personnage dont il se croit aimé. Il lui écrit, l'appelle, lui envoie des cadeaux, le suit dans la rue, essaie de l'aborder. Au début, les dénégations ou les réactions de fuite du personnage renforcent la conviction du sujet, qui explique que la personne qu'il aime doit cacher son amour et rester discrète. Mais voyant ses espoirs déçus, le sujet entre dans une phase de dépit, puis de rancune, où il peut devenir menaçant et injurieux. C'est à cette phase qu'il existe un risque de passage à l'acte, soit contre la personne dont le sujet se croit aimé, soit contre des proches de cette personne, son conjoint notamment. Délire de jalousie. Le sujet a insidieusement, puis de façon de plus en plus précise, la conviction que son partenaire le trompe. À partir de ce moment-là, tous les événements, même les plus bénins, sont considérés comme significatifs et alimentent l'idée délirante de jalousie. Le sujet, méfiant, surveille son conjoint, le file dans la rue, examine son courrier, son linge, essaye de se renseigner sur ses fréquentations. Les protestations du conjoint sont des preuves supplémentaires de sa culpabilité et les paroles rassurantes de l'entourage sont considérées comme un aveu de duplicité ou de complicité. La vie du conjoint est en général très perturbée par les agissements du délirant jaloux, qui au cours de paroxysmes délirants peut développer des réactions violentes à l'égard du conjoint ou du rival supposé, ou parfois commettre une tentative de suicide. Il n'est pas rare de retrouver aussi chez les délirants jaloux une prise chronique d'alcool considérée comme favorisant ce type de délire. Délire de revendication. Dans le délire de revendication, le sujet a l'impression d'être victime et persécuté. Il souhaite faire triompher la justice ou la vérité en obtenant la reconnaissance de son bon droit ou de ses mérites exceptionnels. Ces sujets adoptent des attitudes de quérulence par des voies légales, des protestations publiques, entre parenthèses, lettres aux journaux, distribution de tracts, etc., des démarches administratives, mais parfois aussi commettent des passages à l'acte en mettant leurs menaces à exécution. On a décrit plusieurs types de délires de revendication, tous marqués par la forte charge affective et la dangerosité. Les quérulents processifs, à partir d'un litige réel avec un voisin, un membre de leur famille, à l'occasion d'un héritage, un employeur, vont multiplier les démarches, persuadés que la justice va leur donner raison. Ils refusent les arrangements ou les arbitrages, mais poursuivent la procédure jusqu'au bout. S'ils n'obtiennent pas satisfaction, ils suspectent leur avocat d'avoir partie liée avec l'adversaire ou de négliger leur cas. Ils changent donc de défenseur, puis se défendent eux-mêmes, étudiant le code civil, le code pénal, le code de procédure. Mais ensuite, ces démarches n'aboutissant pas, ils recourent à des juridictions incompétentes où on appelle au ministre, au président de la République, à la Cour européenne de justice, etc.
Les inventeurs méconnus sont persuadés d'avoir fait une découverte particulièrement importante et de se heurter au mépris, à la jalousie ou à l'ignorance des autres. Ainsi, tel sujet prétend avoir découvert une méthode pour guérir toutes les maladies par des produits à base d'eau ou utiliser de nouvelles énergies capables de résoudre les difficultés de la planète. Les idéalistes passionnés veulent transmettre leurs certitudes religieuses ou idéologiques, mais avec une exaltation ou un fanatisme pathologique. Les délirants hypocondriaques développent un délire de revendication, persuadés d'avoir été victimes d'une intervention chirurgicale ratée, d'un diagnostic erroné, d'une erreur de traitement ou d'un acte de chirurgie esthétique imparfait. Délire partagé. Connu sous le nom de folie à deux ou de troubles psychotiques partagés, cette entité clinique implique plusieurs personnes, habituellement deux personnes, proches et ayant un syndrome délirant similaire. En général, le délire débute chez une personne appelée dominante, inductrice ou primaire et se communique à l'autre personne ou aux autres personnes placées dans une position de soumission et de dépendance. Il s'agit le plus souvent de membres d'une même famille vivant de façon isolée. Très souvent, l'inducteur est atteint de schizophrénie, mais les idées délirantes communes se situent dans un domaine de vraisemblance et sont de nature persécutive ou hypocondriaque. Psychose hallucinatoire chronique. La psychose hallucinatoire chronique est généralement de début tardif, après l'âge de 30 ans. Elle est plus fréquente chez les sujets de sexe féminin et survient souvent chez des patients à la personnalité sensitive ou paranoïaque. Le début est tantôt progressif, tantôt brutal, marqué par les phénomènes hallucinatoires, le plus souvent sous forme d'automatisme mental et d'hallucinations auditives et acoustico-verbales. Parfois, on note aussi des hallucinations olfactives, gustatives ou synesthésiques. À la phase d'état, il existe toujours un automatisme mental. Impression d'écho de la pensée, de parasitage de la pensée, de vol de la pensée, de commentaire des actes, de critique des actes, impression d'être soumis à une influence extérieure imposant des actes, des paroles, des sentiments. Outre les hallucinations psychiques de l'automatisme mental, le sujet entend aussi des bruits extérieurs. Coups sur les murs, insultes de la part des personnes qu'il croise. Il a parfois l'impression qu'on lui envoie des messages par la radio ou la télévision, soit que les présentateurs fassent allusion à lui, soit que son poste ait été modifié et que l'on transmette de fausses émissions. Les hallucinations olfactives correspondent en général à la perception d'odeurs de gaz ou d'excréments. Le sujet peut également trouver que ces aliments ont un goût bizarre en raison de produits ou de poisons qui auraient été versés à son insu. Il peut exister aussi des hallucinations synesthésiques, ondes, courants électriques parcourant la tête, sensations d'attouchement ou de contact cutané. Le plus souvent, le délire a une connotation persécutive. On en veut à la santé ou au bien du patient. Parfois, il s'agit d'un thème de grandeur. Le sujet est un personnage important ayant une mission à remplir et à qui l'on transmet des signes supranaturels. Entre parenthèses, thème mystique ou de filiation par exemple. En raison de la conviction délirante, le sujet est souvent amené à se défendre, à discuter avec ses voix, à éviter les voisins, à se protéger, à prendre d'infinies précautions pouvant aboutir à une réclusion volontaire. Le patient atteint de psychose hallucinatoire chronique peut aussi se plaindre à la police ou engager des procédures contre ses persécuteurs, si bien que le retentissement du délire dans la vie quotidienne, familiale et professionnelle peut être très important. Paraphrénie. Le délire paraphrénique est d'installation progressive, après la trentaine. Il se caractérise par son absence de cohérence, sa luxuriance et son côté imaginaire et fantasmagorique. Il se développe comme un conte avec des éléments de merveilleux, inventifs, baroques, sans cohérence, sans clarté,
donnant l'impression d'être imaginé à mesure. La conscience du sujet reste claire et ses capacités intellectuelles sont par ailleurs préservées. La pensée délirante, imaginative, coexiste avec une vie mentale normale permettant au sujet de conserver une adaptation au réel. On identifie généralement deux formes cliniques, la forme imaginative et la forme fantastique. Dans la forme imaginative, le sujet fabule de façon progressive, enrichissant le délire des éléments de la réalité extérieure, comme les événements d'actualité, ses lectures, les personnes qu'il rencontre ou certains faits historiques. Le délire conserve généralement un thème central sous forme d'une idée de grandeur, de richesse, de filiation. Le sujet se croit le descendant d'un personnage historique mystérieux, comme Louis XVII, ou le détenteur de révélations secrètes. Il existe souvent une connotation joyeuse et une conviction relative. Dans la forme fantastique, les mécanismes sont à la fois hallucinatoires et imaginatifs. Le déroulement du délire s'effectue sans référence à la réalité et sans vraisemblance, mais il est caractérisé par le merveilleux, évoquant les contes de fées, les récits de science-fiction ou les récits mythologiques. Cette forme de délire s'accompagne d'euphorie ou parfois de troubles du cours de la pensée, proches de ceux observés dans les schizophrénies. Évolution. L'évolution des délires chroniques connaît classiquement trois phases. Une phase d'invasion plus ou moins brutale, le plus souvent progressive, au cours de laquelle le délire se met en place. Ensuite, la phase d'état, puis, surtout en cas de traitement, la phase de mise à distance ou d'enquistement, phase qui est inconstante. Il n'est pas rare que les délires de persécution soient marqués en cours d'évolution par des phases d'excitation thymique ou de dépression. Mais ces délires sont remarquables par leur stabilité, d'autant plus que les patients recherchent rarement une aide thérapeutique. Le délire de relation évolue par poussée, chaque poussée étant accompagnée d'un affect dépressif, accessible à la thérapeutique antidépressive. Les délires passionnels sont parfois marqués par des phases d'expansivité de l'humeur accompagnées de passage à l'acte. En général, les délires chroniques conduisent le sujet à un relatif isolement social et à une marginalisation. Parfois, sous l'effet des traitements, en particulier pour la psychose hallucinatoire chronique, on peut obtenir du patient une critique des idées délirantes, voire une disparition totale du délire grâce à l'action des neuroleptiques sur les phénomènes hallucinatoires. Il a également été signalé dans le cours évolutif des paraphrénies l'apparition progressive d'une discordance puis peu à peu d'éléments schizophréniques, ce qui justifie l'apparentement entre la paraphrénie et la schizophrénie établi par les traditions psychiatriques non françaises. Épidémiologie. On ne sait pas avec exactitude quelles sont l'incidence et la prévalence des délires chroniques, d'autant plus que leur définition est variable selon les pays. Certaines études montrent que leur prévalence serait 30 fois plus faible que celle des schizophrénies. Il faut ajouter que ces patients recherchent peu les soins psychiatriques et que la frontière est parfois difficile à tracer entre l'exagération de traits de personnalité pathologiques et l'existence d'un authentique délire. Les cas de paraphrénie sont exceptionnels. Les études épidémiologiques confirment l'âge de début tardif de la plupart des délires chroniques, bien qu'il existe des cas à début précoce, dès l'enfance ou l'adolescence, ou à début tardif, lors de la sénescence. Les études épidémiologiques ne montrent pas non plus dans quelle mesure ces troubles peuvent avoir un caractère familial ou génétique, bien qu'il semble que le risque d'un trouble identique soit plus élevé chez les apparentés d'un sujet atteint du délire chronique, contrairement au risque de schizophrénie ou de troubles de l'humeur qui sont identiques à ceux observés dans la population générale. Elle semble montrer aussi parfois comme facteurs prédisposant des handicaps comme la surdité, les transplantations géographiques. Donc elle semble montrer aussi parfois comme facteurs
prédisposants, des handicaps comme la surdité, les transplantations géographiques. Mais ces données sont trop parcellaires pour que l'on puisse en tirer des conclusions bien solides. Diagnostic différentiel. L'existence d'idées délirantes isolées en l'absence de discordance et de signes déficitaires et leur durée d'évolution de plusieurs mois ou plusieurs années permettent de différencier les délires chroniques des autres troubles psychotiques, qu'il s'agisse des schizophrénies ou des bouffées délirantes aiguës. Cependant, nous l'avons vu pour la paraphrénie, il peut arriver que l'évolution d'un délire chronique aboutisse à un tableau typique de schizophrénie. Certaines atteintes organiques peuvent entraîner des tableaux de délire chronique, notamment des lésions des ganglions de la base et du système limbique. Il faut éliminer aussi une prise chronique de toxiques comme la cocaïne et bien sûr l'alcool, ou un traitement par des produits dopaminergiques. Il n'est pas rare non plus de voir des décompensations aiguës de troubles de la personnalité paranoïaque ou sensitive sous la forme de délire paranoïaque aigu, parfois dans un contexte thymique. Mais la rapidité d'évolution permet d'éliminer le diagnostic de délire chronique. Les principales difficultés concernent les frontières entre troubles de la personnalité paranoïaque ou sensitive et délire chronique d'une part et d'autre part, en ce qui concerne les délires passionnels, la frontière entre le normal, le pathologique non délirant et le pathologique délirant. Donc les principales difficultés concernent les frontières entre troubles de la personnalité paranoïaque ou sensitive et le délire chronique d'une part, et d'autre part, en ce qui concerne les délires passionnels, la frontière entre le normal, le pathologique non délirant et le pathologique délirant. Ainsi, certaines personnalités pathologiques peuvent parfois montrer des fixations affectives massives à l'égard d'un membre de leur entourage, d'un supérieur hiérarchique ou d'un thérapeute, pouvant en imposer pour un délire érotomaniaque. Mais ces fixations amoureuses, qui peuvent donner lieu à des manifestations spectaculaires, ne s'accompagnent pas en général de convictions inébranlables et ne donnent pas lieu non plus à des interprétations comme dans l'érotomanie délirante. De même, il existe de nombreuses manifestations de jalousie pathologique non délirante, notamment chez les sujets alcooliques. Les mêmes remarques s'appliquent au délire de revendication. Certains inventeurs authentiques peuvent avoir du mal à se faire reconnaître et ressentir une exaltation dans les moments de créativité scientifique, sans que cela doive être considéré comme des manifestations pathologiques. L'histoire aussi est pleine de personnages hors du commun, passionnés, animés par des idées prévalentes et des projets grandioses, mais que l'on ne saurait résumer ou définir par l'épithète de délirant ou de paranoïaque. Étiologie et psychopathologie. Les délires chroniques ont donné lieu à différentes interprétations physiopathologiques, oscillant entre l'hypothèse constitutionnelle et biologique d'un côté et l'hypothèse psychogénétique de l'autre. Le plus souvent, on a considéré que le délire d'interprétation était plutôt d'origine endogène, alors que les délires passionnels étaient liés à l'environnement et aux circonstances que rencontrait le sujet. Cependant, un auteur américain, Cameron, a montré par ses travaux publiés dans les années 1960 que les sujets à personnalité paranoïaque avaient souvent traversé au cours de leur existence des événements traumatisants, humiliants, et que ceux-ci pouvaient avoir contribué à constituer leurs traits de personnalité. L'autre grande question psychopathologique concerne les délires chroniques et les rapports qu'ils entretiennent avec la personnalité antérieure du sujet. La plupart des auteurs, de Kretschmer à Lacan, en passant par Jasper, s'accordent pour dire que dans un nombre important de cas, le délire vient compliquer une personnalité déjà pathologique, le plus souvent paranoïaque, sensitive, voire obsessionnelle ou psychasthénique. Mais il est non moins vrai que certains délires chroniques éclosent chez des sujets ayant une personnalité prémorbide, normale, et se développent en rupture complète avec la vie antérieure du patient. La psychanalyse, et Freud en particulier, par son interprétation de l'autobiographie du président Schreiber, parue en 1911, a mis l'accent sur les mécanismes de défense mis en jeu dans la paranoïa,
notamment les mécanismes de projection, de formation réactionnelle et de déni. Comme éthiopathogénie, Freud a proposé la défense contre des pulsions homosexuelles, mécanisme également en jeu dans les délires de persécution, de jalousie, d'érotomanie et de mégalomanie. Il faut cependant souligner que la projection est un mécanisme de défense qui peut aussi s'observer dans toutes sortes de pathologies et n'est donc pas spécifique de la paranoïa. De même, la problématique homosexuelle refoulée paraît une explication sans caractère généralisable à l'ensemble des délires paranoïaques et encore moins des délires chroniques. On observe souvent chez les sujets paranoïaques un manque de confiance en soi, une méfiance liée à un environnement familial hostile pendant l'enfance. Par une sorte de compensation, ce sentiment d'infériorité et cette hypersensibilité se transforment en idées délirantes de supériorité et de mégalomanie. Traitement. En raison de la méfiance, de la réticence et de la conviction des patients souffrant de délire chronique, il est souvent difficile d'établir une relation thérapeutique. C'est souvent au cours d'une phase processuelle avec agitation et actes médico-légaux que le contact s'établit ou au contraire lors de phases d'angoisse et de dépression. Les neuroleptiques constituent le traitement de choix des délires chroniques, mais les antidépresseurs y ont aussi des indications, notamment dans le délire de relation des sensitifs. La réactivité des délires chroniques aux neuroleptiques est très variable. En général, ces produits sont très actifs sur les phénomènes hallucinatoires de la psychose hallucinatoire chronique et permettent une extinction quasi totale du délire. En revanche, ils sont très peu actifs sur les paraphrénies et moyennement actifs dans les délires paranoïaques. Le plus difficile est souvent de faire accepter le traitement par le patient. Lorsque cela est possible, il est préférable de recourir aux neuroleptiques d'action prolongée, injectables. En raison du caractère chronique de ces affections, le traitement neuroleptique sera maintenu le plus longtemps possible. Il ne sera jamais arrêté brutalement, mais par palier de réduction progressive pour éviter une réactivation délirante. Outre le délire de relation des sensitifs, qui cède souvent sous traitement antidépresseur seul, cette classe médicamenteuse peut être utilisée aussi lorsqu'il existe des décompensations dépressives, mais ils seront prescrits avec prudence car ils risquent parfois de rendre le patient plus sténique et il est donc préférable de toujours les associer à un neuroleptique. Dans le délire partagé, la séparation des personnes délirantes ne suffit pas forcément à éteindre le délire chez le sujet soumis, et un traitement neuroleptique doit aussi parfois lui être prescrit. L'hospitalisation est nécessaire principalement dans deux cas. Premièrement, lorsque la dangerosité du malade impose une hospitalisation sans son consentement, si par exemple des menaces envers un persécuteur désigné ou une forte exaltation font craindre un passage à l'acte. Mais l'hospitalisation est aussi utile lorsqu'une poussée délirante entraîne un retentissement professionnel ou familial négatif, et qu'un isolement du milieu de vie habituel semble nécessaire. C'est l'occasion alors de mettre en route un traitement et d'étudier les mesures sociothérapiques susceptibles de redonner au patient une meilleure insertion sociale, ou des aides matérielles lorsque l'isolement a conduit à une dégradation de sa situation professionnelle ou matérielle. Il faut aussi organiser le suivi à l'issue de l'hospitalisation qui devra être la moins longue possible. Le soutien psychothérapique est bien sûr nécessaire, bien que l'on se heurte à la méfiance et à la réticence du patient. Il est important d'établir une relation de confiance et d'être très rigoureux dans la prise en charge. Il faut que le patient délirant chronique puisse compter sur la fiabilité du thérapeute et que celui-ci garde une distance prudente pour ne pas être englobé dans le système délirant du patient. L'abord psychanalytique traditionnel est réservé à un petit sous-groupe de patients. Plus récemment, on a assisté à une tentative de développement des thérapies cognitives des idées délirantes, mais ce type de traitement en est encore au stade expérimental. Fin de la lecture du chapitre.